Bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Est-ce que le château ambulant de... J'ai pas le nom de l'autrice, putain. Ah, Diana, Allez, j'ai pas non plus. Diana Wai- Ouais, 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 je sais. Ok, je recommence. Bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Est-ce que le château ambulant ou le château de Hurle de Diana Wynne Jones et Hayao Miyazaki, c'était mieux dans le livre ou pas? Je suis Maëlo et en compagnie de Siméon. Salut Siméon, Salut, ça va? ça va? Et toi? Ça va, j'ai déménagé, du coup, j'habite, avec ma famille maintenant et donc je teste l'enregistrement dans de nouvelles conditions. Donc c'est le suspense de comment ça va se passer. Quel est ton rapport, Siméon, au château ambulant? En fait, moi, mon rapport au château ambulant, c'est plutôt celui d'un quiproquo. Parce que quand j'étais petit, tout le monde parlait du château dans le ciel du studio Ghibli. Et j'ai confondu les deux, moi. J'ai regardé, au lieu de regarder le château dans le ciel, j'ai regardé le château ambulant. Et du coup, je l'ai vu très tôt. Genre, je pense que je devais avoir 10 ou 12 ans. Et j'ai vraiment détesté parce que je l'ai trouvé super flippant. Et du coup, pendant longtemps, j'ai pensé que le château dans le ciel, c'était complètement nul et je voulais pas le regarder. D'ailleurs, au point qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas regardé. Et après, finalement, j'ai re-regardé le château ambulant quand je me suis rendu compte de ma méprise, bien plus tard, vers 16, 17 ans, quoi. Et je pense que c'est devenu un de mes Ghibli préférés. Mais j'avoue que là, en le revoyant, j'ai un peu moins kiffé. Mais je pense que c'est parce que je l'avais revu il y a pas très longtemps, donc Alors j'ai plusieurs questions. Du coup, tu penses que attends, tu confondu le château ambulant avec le château dans le ciel et donc tu es en train de dire que le château dans le ciel, ça fait peur et que c'est pour ça que tu pas le château ambulant? ouais, un peu, ouais. Et t'as revu le film avant de lire le livre? Non, là, j'ai d'abord lu le livre. Et je pense d'ailleurs que ça m'a fait un peu du préjudice parce que j'ai eu du mal à me détacher complètement du film en lisant le livre Mmh. et du coup, c'est vrai que j'avais un peu des attentes qui ont pas été totalement comblées. Et j'avais une deuxième question, toi tu dis studio Ghibli ou Ghibli? Ouais, moi, je dis Ghibli. Je crois que les puristes disent qu'il faut dire Ghibli, mais je crois que Miyazaki a dit qu'on disait comme on voulait. Ah ouais, c'est comme, GIF ou GIF quoi, on s'en fout. Ouais, ou Stromae et Stromae. Ah ouais? Bah ouais, il y a des gens qui disent qu'il faut dire Stromae. Je crois que Stromae, il dit Stromae, par exemple. Ah ouais? Mais bon. Et Hayao Miyazaki, il dit quoi? Il dit: «On s'en fout». Bah, j'avoue qu'il le dit avec un accent japonais. Enfin, en fait, j'ai jamais écouté Hayao Miyazaki dire le nom de Studio Ghibli, donc je OK, sais ouais, pas. ouais, studio on s'en fout, hop, on va dire ça comme ça. Bah, je vais raconter ma vie du coup. Moi, le château ambulant, je pense que c'est mon Ghibli préféré. Après, quand j'y pense, en fait, à chaque fois, il y en a plein, je me dis: «Non, c'est celui-là mon préféré, j'adore Chihiro, j'adore, le château ambulant», je pense que c'est le premier qui m'a pas mis trop mal à l'aise. Ah ouais? Ah OK. Ouais, bah, tu sais, le voyage de Chihiro, il y a Ouais. des trucs qui me mettaient un peu mal à l'aise et le château ambulant, je trouve qu'il est plus, je sais pas, je trouve que c'est ce qui se passait, c'était plus clair. En tout cas à l'époque, mais je pense que j'étais chez père parce que là, je l'ai revu et je suis en mode: «Ah ouais, c'est bordel un peu quand même», enfin, Ah, de ouf. Moi, c'est ça qui m'avait gêné, hein. je comprends. Mais je trouvais que c'était pire Chihiro. Oui, non, je suis assez d'accord. Mais du coup, moi aussi, j'ai une question. Enfin, vas-y, finis d'abord peut-être, mais Non, mais c'est bon, enfin là, j'ai lu le livre que je connaissais pas. En fait, j'ai su très tard que c'était une adaptation et voilà, petite dédicace à Alice, parce que c'est Alice qui m'a dit: «Il faut que vous fassiez un épisode sur le château ambulant parce que je viens de lire Le Château de Hurle et tout». Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'y ai pensé et c'est fou, à quel point c'est pas la même chose, quoi. Donc très drôle. toi, avec quel Ghibli t'as commencé du coup? Parce que c'est vrai que tu parles du voyage de Chihiro, je pense que ça va être le plus reconnu, on va dire. Mais moi, j'ai pas du tout commencé avec lui, j'ai plutôt commencé avec les trucs genre Totoro et trucs comme ça, vraiment pour enfants. Oh, je sais plus, mais je pense que mon premier Ghibli, c'est soit Chihiro, soit Totoro. Ok. Et je me demande, je sais plus, mais je sais pas du tout, mais je pense que dans les 2, il y a un rapport aux parents qui est quand même assez particulier et du coup, je pense que c'était quand même, un peu lourd à voir enfant. Enfin, ça faisait poser des questions et tout et puis, enfin, tu sais, dans Totoro, c'est triste la relation avec la maman et dans Chihiro, ses parents, c'est dur quand même, ils se transforment en cochons, quoi, enfin donc Ah ouais, mais moi, j'avais pas du tout cette relation-là, quand j'ai vu Totoro la première fois. Je me suis dit juste: «Ça, c'est des gamines qui trouvent un ami, c'est cool, quoi». Je me suis pas du tout dit: «Ah, ils ont des parents qui vont mal». Je m'en fichais.
Ouais, mais moi, j'étais trop en pâte. Je suis en pâte, en fait. Je pense que je suis tu sais, comment on dit, là, les enfants indigos, tu sais? Je devais être un enfant indigo et du coup, trop en empathie avec Chihiro ou avec, Mei et comment elle s'appelle, dans Totoro? C'est Mei et Sosuke? Je sais plus. Sasuke! Ah non, Sasuke, Sasuke! c'est Ponyo. Ah oui, c'est vrai, c'est le garçon en plus, je suis trop bête. Ouais, donc je sais pas. Mais j'adore Ponyo, par contre, c'est mon préféré. Et bah, j'ai pas aimé la première fois que je l'ai vu et après j'ai aimé. Bref, mais on pourrait faire ça pour tous les Ghibli, hein, mais ça va être long, quoi. Oui. Du coup, Siméon, est-ce que tu peux nous raconter Le château de Hurle, le livre? Tu peux juste me rappeler le nom de la troisième sœur? Il y a Letty, Sophie, et je sais pas si t'as le nom de la troisième. Martha? Allez, partons là-dessus. Attends, je vérifie quand même. Elle s'appelle comment la troisième sœur? On s'en fout! Putain, j'ai pas noté. Oui, parce qu'on s'en fout d'elle. En fait, enfin, ouais, comme les deux se On font s'en passer pour tape. Letty, C'est Martha. C'est Martha. Martha. Ok. Donc, le château de Hurle, c'est 432 pages pour nous raconter l'histoire de trois sœurs, Sophie, Letty et Martha. Et plus précisément, on va suivre l'histoire de Sophie, qui est l'aînée. Et dans ce monde, on nous explique que l'aînée, c'est toujours celle qui n'a rien, qui n'a pas de succession, qui rate sa vie. Donc Sophie, elle part du principe qu'elle ne fera rien de sa vie et qu'elle doit vivre un peu pour ses sœurs, jusqu'au jour où elle est maudite par la sorcière des steppes et elle vieillit prématurément. Et elle va décider de se prendre en main, elle va un peu aller vivre sa vie, elle va quitter son travail et sa ville natale. Et c'est là qu'elle va rencontrer Hurle, ou Aoru dans la version Ghibli en français en tout cas. Et elle va un peu vivre des histoires d'aventure avec lui. Grave. Mais du coup, toi, c'est trop marrant. Du coup, toi, t'as lu une traduction où c'est la sorcière des steppes? Je crois, ouais. Ou non, Sorcière des Landes. Ah ouais, moi, c'était la sorcière du désert. Vraiment, mais j'ai pas Ah du ouais. tout lu la même version. Mais t'as peut-être lu la version québécoise, non? Ouais, j'ai lu la ouais, c'est ça, il y avait l'accent québécois, c'est vrai, quand j'ai lu. La sorcière des déserts. Hubert Hubert Berlu, il s'appelle. Hubert Berlu? Je sais même pas qui c'est. Oui, il s'appelle Hurle Berlu. Et bah, un de ses noms, Ah! c'est Hubert Berlu. Ah non, moi c'était pas ça. C'est Je- Jenkins, non? C'est ça? Ouais, il y avait Jenkins. Et Pendragon. Bah dans le Ghibli, ouais, mais est-ce que c'était les mêmes dans le bouquin? Je suis pas sûr. Moi, dans le bouquin, il s'appelle soit Berlu, soit il s'appelle Pendragon. Bah moi, il s'appelle Hurle et après, ouais, je sais plus, ça doit être Jenkins, je Oui, me enfin, doute son rien. prénom, c'est Hurle, quoi. Mais Ouais. Mais du coup, ils ont changé dans le Ghibli. Je sais pas si t'as regardé Ghibli en quelle langue, toi, en VO? J'ai commencé en VF et après j'ai regardé en VO. J'ai pas regardé en version québécoise. Et en VO, il s'appelle Aoro aussi? Oui, oui, c'est Aoru. C'est Aoro aussi. Ok, ok. Il y a une version du bouquin où il s'appelle, son nom de famille c'est Berlu et l'autre où c'est une autre traduction, c'est Jenkins. Et c'est ça qu'ils ont gardé dans le film. Bref. Tu as pensé quoi? J'en ai pensé quoi? J'ai pensé que c'était vraiment très différent du Ghibli et du coup ça m'a un peu désarçonné. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, j'ai trouvé que le rythme était vraiment très bizarre. Genre, je trouve que le début, il va super vite. Et je trouve que c'est assez bien, c'est assez rigolo. Et puis je trouve qu'il y a vraiment un ventre mou à un moment où Sophie, elle est dans le château ambulant. Et on nous explique qu'elle va devoir aller voir le roi plus tard, qu'elle va devoir s'occuper de briser le pacte entre Calcifer et Hurle. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle fait un peu rien pendant 100 ou 150 pages. Et du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment un milieu de bouquin où je me suis un peu fait chier. Et puis après, il y a, bon, je vais peut-être pas en parler maintenant, mais il y a tout un délire avec la Porte Noire qui m'a aussi un peu... Enfin, je sais pas trop quoi en penser en fait. Du coup, au final, c'est vrai que... En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir gâché l'œuvre. Parce que du coup, je suis pas tout à fait sûr de ce que je pense du bouquin. J'ai l'impression de moins aimer le film maintenant que j'ai lu l'œuvre originale et que je vois ce qui manque dans le film ou ce qu'ils ont changé. Donc honnêtement, voilà, je dirais que c'est plutôt pas mal, mais j'ai pas non plus été méga accroché, quoi. OK. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, ouais, je me suis dit j'ai vraiment eu du mal, avec le style d'écriture. Ça dépend aussi de la traduction qu'on lit, je pense. J'ai trouvé que ça avait un format un peu conte. Enfin, tu sais, et c'est très surprenant parce que des fois, ça
donne des détails, là où tu les attends pas et il y a plein d'autres trucs où tu voudrais plus de détails et ça les donne pas. Genre, par exemple, le château, il est assez peu décrit, Ouais. et tu plein de trucs, aussi qui sont un peu, et bah, c'est comme ça. Quand Sophie, elle va voir, madame Tarasque, elle s'appelle, je crois, la professeure de Alors, chez moi, c'est scrofulaire. ah, ouais, vraiment, mais on n'a pas lu les mêmes livres, en fait. Ça se trouve, on va pas du tout faire le même épisode, comment elle s'appelle, t'as dit? Scrofulaire. Scrofulaire, OK, donc madame Scrofulaire. Mais je me demande parce que Tarasque, c'est un monstre de la mythologie française. Je sais pas ce que c'est un Ah, scrofulaire, mais c'est peut-être un truc un peu pareil. Je sais pas. un peu le même délire. Du coup, elle va voir cette Zouze et la Zouze lui dit: «Ah mais oui, mais tu es un peu sorcière, tu as le pouvoir de donner vie aux objets» et Ouais. j'étais en mode: «Ah ouais, OK, on donne des infos comme ça. OK, ça marche. On va d'accord, livre, très bien». Donc c'est un peu surprenant. Faudra qu'on en reparle de ça. Ah ouais, ouais, non, mais on en reparlera, mais en tout cas, toujours est-il que j'étais très surpris par le rythme aussi, je suis d'accord avec toi et surtout que ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai eu du mal un peu à tenir et la fin, il se passe d'un coup plein de trucs et en plus, il faut savoir que c'est le premier livre d'une trilogie, donc j'ai pas lu le deuxième et le troisième tome. J'avoue que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer et je sais pas trop si j'ai envie de lire la suite. Peut-être qu'on aurait dû les lire parce que je sais pas à quel point ils ont pris des éléments des deuxième et troisième tomes pour le film, mais je suis pas sûre. Ouais. Mais ouais. Peut-être le film résumait les trois, Ah OK. notamment par rapport au personnage de la sorcière des Landes, enfin, la fin est pas du tout pareille dans le film et dans le bouquin. Donc je pense que le film, c'est la suite, quoi. Mais honnêtement, j'en sais rien parce qu'il y a tellement de changements que c'est possible que ce soit pas du tout le cas. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment fait pas du tout enfin, je pense que c'est une adaptation très libre. Le château de Hurle, le livre, c'était, plutôt mitigé comme avis, on en sort un peu mitigé. Mais comment s'en est sorti Le château ambulant, le film? Écrit et réalisé par Hayao Miyazaki, Le château ambulant, le film, c'est surtout 1h59 d'adaptation qui commence par des plans sur, le paysage et le château ambulant qui est en train de se balader dans la ville et on découvre, Sophie, qui est une jeune modiste, enfin ou chapelière et qui est en train de coudre des chapeaux. Et alors, je reviens déjà en arrière, mais dans les scènes du début, en effet, où on a donc le château qui se balade. Bon, déjà, on peut dire que le château, il est trop bien fait. Je trouve ça trop bien que la façon, enfin, le design du château. Ouais. Et après aussi, on voit dans le ciel des sortes d'avions. Ah oui, Et c'est vrai. tout de suite, tu dis, ah ouais, bah c'est Ghibli. Parce que, parce qu'en fait, il y a pas d'avion dans le film, dans le livre. On n'en parle pas, non? Bah ouais, en fait, moi, pour moi, le livre, c'est comme tu disais, c'est une sorte de conte, c'est plus ou moins l'époque médiévale. Et pour moi, c'est un ajout de Miyazaki, de rajouter des avions, des bateaux et tout. Et en fait, c'est son délire, quoi. C'est vrai, je pense que tu as raison que dans le livre, d'autant plus que plus tard, enfin, il y a ce fameux truc de la porte noire, dont on va parler, Ouais, mais du coup, il y a le fameux truc de la porte noire qui fait que, moi, dans ma tête, leur univers de base, c'est vraiment, comme tu dis, un peu médiéval. Il y a peu de technologie. En tout cas, il y a des technologies qu'ils ne connaissent pas du tout et du coup, oui, là, c'est vrai qu'on est quand même sur une époque plus avancée. Enfin, il y a des machines à vapeur, il y a des trains. Même le château, il a des inspirations, il est à moitié magique, mais il est à moitié mécanique. Enfin, donc il y a un truc, déjà un peu, moderne, quoi. ouais, de ouf. En fait, pour moi, l'univers, c'est vraiment l'univers d'un conte en mode petit poussé, quoi. Donc c'est un truc, on va dire, entre le 12e et le 16e siècle, on sait pas exactement. Mais c'est clairement très inspiration médiévale. C'est vrai et pour ce qui est de la scène d'introduction, en tout cas, moi, j'ai trouvé que la situation initiale, elle était plutôt bien posée. Enfin, tu avais vraiment, toutes les mêmes infos que dans le livre et enfin, ça m'a plus marqué du coup, en ayant lu, le bouquin évidemment. Mais du coup, tu vois qu'il y a plein de petits détails de, sa belle-mère qui, est un peu plus, frivole, on va dire, en mode, attirée par le luxe et la haute société et Sophie qui veut travailler. Qui est pas trop, du style à profiter de la vie, tout ça Mm. et du coup, j'ai trouvé ça malin comment en très peu de temps, tu vois, même le château ambulant, tu le vois, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train il y a un berger qui lève son bâton contre le château ambulant, donc tu comprends qu'il est pas le bienvenu. Les gens parlent tout de suite, tu as une conversation un peu dans le fond où elle parle du sorcier Haoru, qui mange le cœur des jeunes femmes, tout ça. Donc les bases sont posées.
elles sont posées super efficacement, elles sont posées sans nous le dire aussi. En fait, c'est que des trucs qu'on comprend, mais c'est pas une voix off qui nous explique que Sophie est l'aînée des trois filles, qu'elle va travailler toute sa vie dans un magasin de Mmh. chapeaux, etc. Et pourtant, tu le comprends tout de suite juste avec la tête des persos et en effet, ben, le fait que Sophie, elle soit plus ou moins reléguée dans une annexe. On comprend qu'elle est pas mise sur le devant de la scène, on comprend que pendant que les autres vont manger, elle reste toute seule à travailler. Ouais. Enfin, voilà, c'est super. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment super bien fait. Et pour le coup, jusque-là, alors bon, ça fait 5 secondes, mais jusque-là, c'est plutôt respectueux du livre qui va aussi très très vite sur cette scène initiale où lui, c'est carrément en voix off, en mode il était une fois, c'est presque un conte, quoi, vraiment. Ouais, carrément. On est à fond dans le conte. Après, la différence quand même, c'est qu'on vit plus longtemps avec Sophie dans son cadre de vie. Le film va vraiment accélérer le rythme, ce qui est tant mieux parce que sinon ça, on se ferait un peu chier. Donc Sophie va se balader en ville et elle va rencontrer le sorcier Aoru, le fameux sorcier, parce qu'elle se fait séduire, enfin, pas séduire, parce qu'elle se fait draguer lourdement par 2 soldats du roi. Et donc Aoru intervient pour la sauver de ces harceleurs de rue. Et après, ils sont poursuivis par des monstres bizarres, enfin des hommes, les hommes tout mous là. Et, heu, et donc il s'enfuit, il la ramène jusqu'à chez sa sœur, et voilà. Et donc c'est Voilà. la première fois qu'on rencontre Aoru. Oui, alors à ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est le seigneur du château ambulant. D'ailleurs, c'est pareil dans le bouquin. On a une première rencontre où on ne sait pas encore que c'est Aoru. Mais la différence, c'est que dans le bouquin, on nous le présente juste comme un, une personne normale qui justement fait de la drague un peu lourde à Sophie. Alors que là, c'est tout de suite un mec qui la sort de la galère et qui montre tout de suite qu'il a des pouvoirs magiques, etc. Ils se mettent à voler ensemble. Donc c'est un petit peu différent. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est, je pense, pour moi, la plus grosse différence entre le livre et le film, c'est je trouve que tout de suite, on met vachement en valeur Aoru, et je trouve que le film est beaucoup plus centré sur Aoru que sur Sophie. Ah ouais? Ouais. T'as pas eu cette impression-là, toi? J'ai trouvé que le film peignait, un portrait beaucoup plus charismatique et beaucoup plus élégant de Aoru, que dans le livre. Je trouvais que dans le livre, très clairement, Aoru, on te le présente comme un mec arrogant et un peu lourdingue, alors que dans le film, je trouve qu'ils sont un peu plus, «Mais non, dans le fond, il est beau et gentil et ha ha». Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que Sophie, elle est un peu, enfin, mais je pense que c'est parce que Sophie, je la trouve plus éteinte dans le film que dans le livre. Elle a un peu moins de caractère, donc forcément, elle se fait un peu, je pense, voler la vedette. Ouais, c'est vrai aussi. Mais ouais, je sais pas. En fait, je trouve que dans le livre, il y a quand même vraiment une longue partie où Aoru est assez absent parce qu'on nous explique qu'il va draguer à droite à gauche des femmes. Ouais, carrément. Et en fait, on est beaucoup seul avec Sophie, je trouve. Alors que c'est vrai que dans Oui, c'est le, vrai. dans le film, c'est beaucoup moins le cas. Je trouve qu'Aoru est vachement présent. Et c'est vrai que comme il est beaucoup plus éclatant par son comportement, j'ai vraiment l'impression qu'il prend beaucoup plus de place, quoi. Et puis très vite, du coup, parce que là, après qu'Aurore est sauvée, du coup, Sophie va rejoindre sa sœur Letty qui est, boulangère. Ça, c'est une différence avec le livre parce que normalement, Sophie, elle a 2 sœurs, donc Martha qui va, devenir boulangère et Letty qui va, devenir apprentie d'une sorcière, machin. Là, dans le film, elle a qu'une seule sœur. En même temps, c'est vrai qu'on s'en fout un peu de toute cette intrigue, avec sa famille, j'avoue, perso. Moi, j'ai bien aimé, mais Ouais, bon. mais toujours, de toute façon, tu jamais d'accord avec moi, de toute façon. Quand moi, il y a un truc Oui. qui m'a pas manqué, toi, tu en mode: «Ah si, quand même, Non, mais je suis d'accord qu'on peut l'enlever. Voilà, toi, tu es amoureux de Letty, avoue. C'est laquelle déjà? Je suis perdu. Et en plus, c'est vrai que, enfin, pour juste expliquer rapidement, c'est vrai qu'il y a toute une intrigue où du coup les 2 sœurs, en fait, normalement, c'est Martha qui va devenir apprentie sorcière et Letty qui va devenir boulangère, et en fait, elles inversent leur rôle. Enfin, elles se déguisent l'une en l'autre pour pouvoir échanger de place, et du coup, effectivement, au bout d'un moment, les 2 s'appellent Letty, on ne sait plus qui est qui, enfin bref, c'est l'enfer. Et moi, je suis amoureux de Letty, sorcière, pour le coup. OK, d'accord. OK. Et donc il y a Martha, enfin Letty boulangère, pardon, punaise, qui du coup, il y a plus qu'une seule sœur dans le film, et donc Sophie rencontre ce enfin va à la rencontre de sa sœur et elle lui raconte qu'elle a croisé le sorcier, Aoru, bah, elle lui dit que c'est Aoru, je crois, hein. Enfin, en tout cas, clairement, Oui, elle lui dit peut-être pas que c'est lui, mais en tout cas,
Enfin, c'est clairement un sorcier parce qu'il l'a fait marcher en l'air, et tout Ouais, c'est ça. et du coup, Letty, elle lui dit, «Je pense qu'il t'a volé ton cœur, hi hi hi» Mmh. et après le du coup, tu Sophie qui dit: «Mais je suis moche» et tu Oui, comprends parce que que voilà. Sophie, c'est juste une petite aigrie. Non! Je suis pas d'accord. C'est pas qu'elle est aigrie, c'est qu'elle a pas confiance en elle et justement, elle va prendre confiance en elle avec le temps et elle va s'empowerer. Et oui. Très vite, moi, c'est ça qui m'embête aussi avec le personnage de Sophie, c'est que très vite, elle est vue comme, la personne qui va s'enticher de Haoru et en fait, très vite, elle est amoureuse. Alors que dans le livre, elle fait de la résistance, quoi. Il lui plaît pas du tout, elle est très énervée contre lui, elle le trouve vraiment stupide et surtout, elle a peur tout le long du livre qu'il s'intéresse à ses sœurs et qu'il vole le cœur de ses sœurs, quoi et qu'il leur brise le cœur. Et même à côté de ça, dans le livre, elle finit plus ou moins par tomber amoureuse, mais aussi à un moment où en fait, elle a donné à Haoru un vêtement qui le rend encore plus attirant et qui le rend, attirant, magiquement, quoi. Et il y a beaucoup de moments où Sophie se demande où est passé ce vêtement parce qu'elle a peur que ce vêtement soit utilisé contre elle. Pour moi, l'amour dans le livre, il est pas naturel, quoi. C'est un truc un peu artificiel, c'est un peu un charme d'amour. Et donc, je sais pas ce qui se passe dans la suite, mais moi, je pense qu'il y a peut-être un jeu là-dessus, sur le fait que dans le futur, ils vont se séparer, quoi. Haoru dans le livre, c'est un psychopathe, je pense. Voilà. Ouais, Mais en tout cas, il est immature émotionnellement et ouais, ça, ah c'est oui, ouais. sûr. Et du coup, dans le film, tu sens qu'il a quand même un côté beaucoup plus posé, vraiment charmant et Sophie, elle fait très vite personnage féminin un peu cliché ou qui est un peu, «Ah oui, il est charmant, machin, machin», voilà, bref. Mais Ouais. elle pense que ce sera jamais possible parce qu'elle est trop moche, quoi. Et c'est aussi pour ça que je trouve que le film est beaucoup plus centré sur Haoru. C'est parce qu'en fait, Sophie, elle a presque plus d'objectif propre. Son objectif, c'est quasiment juste de plaire à Haoru, quoi. Bah, c'est pas de plaire à Haoru, mais c'est de le protéger en tout cas. Enfin, elle est Ouais. beaucoup dans le truc de non, mais dans tous les cas, elle a beaucoup moins de caractère. Surtout quand elle est jeune, mais bon. Parce que justement, Sophie rentre chez elle et elle reçoit la visite d'un personnage particulier, la sorcière des Landes, la sorcière du désert. Alors, la sorcière du désert, on comprend que c'est plus ou moins une ex de Haoru, en fait, hein. On sait pas C'est clair. exactement ce qui s'est passé, mais on comprend que c'est plus ou moins l'ex toxique qui pourchasse Haoru un peu partout et qui est extrêmement jalouse. Et donc, la sorcière des steppes s'est rendue compte que Haoru avait marché dans les airs avec Sophie. Donc, elle est très jalouse et elle va décider de lui lancer une malédiction. Ah purée, mais j'avais pas compris tout ça, que c'était parce qu'elle était jalouse de Sophie. Ah, pour moi, c'est si, pour moi, c'est un truc un peu genre, «Ah, les filles, elles sont trop jalouses entre elles». Elle est pas du tout dans la sororité, la sorcière des Landes. Non, pas trop. Globalement, elle est pas trop dans l'humanité, de toute façon. Non, non, c'est clair, mais elle est pas ouais. En tout cas, c'est une bonne leçon pour dire, faites attention à comment vous quittez vos ex parce que sinon elles peuvent enchanter vos nouveaux crushs et c'est méga méga relou, quoi. Surtout quand vos ex sont des sorcières extrêmement puissantes. Faut vraiment faire gaffe à comment on les quitte. C'est quoi la malédiction de Sophie? Bah, c'est qu'elle devient vieille. Ouais, et alors, est-ce que tu as compris comment elle fonctionnait, cette malédiction? Parce que moi, non. Ah d'accord, j'ai cru que tu allais vraiment trop faire le mec, genre, «Est-ce que Ah tu as non, compris non. comment ça fonctionnait?» Interro surprise. Beh, pour moi, il y a un peu un truc de, elle a l'apparence, de son état d'esprit, tu vois? Et elle se Ouais. trouve moche, elle profite pas de sa vie, elle est un peu enfin, c'est comme si elle était, déjà vieille. Ça, c'est un peu ce que j'ai compris en lisant le livre Mmh. et dans le film, je pense que c'est un peu ça quand même parce que, tu vois, elle a un truc c'est marrant parce elle porte la même robe quand elle est jeune et quand elle est vieille et quand elle est vieille, elle dit: «Ta robe te va beaucoup mieux maintenant». Donc il y a vraiment un truc de elle avait déjà une attitude de petite vieille, quoi. Ah ouais, non, mais de ouf. Mais en fait, pour moi, dans le livre, elle reste enfin, une fois qu'elle a reçu la malédiction, elle est tout le temps vieille. Et dans le film, il y a ce Mmh, truc bizarre où son âge change un peu, c'est-à-dire que des fois, elle est vieille, des fois, elle est jeune et puis des fois, elle est un peu entre les 2, où genre, elle a le ouais. visage jeune, mais elle a les cheveux blancs et on sait pas trop exactement, quel âge elle a. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris. Moi, je pensais que c'était un truc du genre, quand, en fait, c'est une addiction un peu sociale, où quand elle se sait observer, elle a un visage vieux, mais quand elle ne sait pas qu'elle est observée, ou quand elle n'en fait pas attention à être observée, elle a un visage jeune. Mais ça marche pas très bien, donc j'avoue que j'ai vraiment pas trop compris, ce qu'il a essayé de faire. Ouais, moi j'ai plus l'impression que c'est lié à comment elle se perçoit et son état d'esprit, parce que tu as une scène où c'est hyper frappant où, c'est quand Haoru lui présente son nouveau jardin là
et il y a un moment, elle est vraiment jeune et elle est très, c'est vers la fin, c'est il déménage le château et du coup, il lui dit: «Viens voir, j'ai fait un jardin» et c'est dans la maison dans laquelle il a grandi quand il était petit et à ce moment-là, elle est tellement contente et elle devient vraiment jeune et elle est en mode: «Ah merci, merci, c'est magnifique» et elle lui dit: «Mais pour» enfin, je sais plus ce qu'il lui dit, il lui fait un compliment et elle lui dit: «Mais non, je suis laide» et il répond, il dit: «Mais non, Sophie, tu es très belle». Et là, juste après, elle baisse la tête et après elle est vieille et elle est en mode: «Bah, c'est pas grave, d'être vieille, c'est très bien». Et du coup, pour moi, il y a vraiment c'est vraiment lié à comment elle se perçoit, en fait et comment elle, sa confiance en elle, quoi. Et du coup, il y a des moments où elle est amoureuse de Haoru et tu sens que cet amour, l'emplit de confiance en elle et la fait, et c'est beau en vrai, c'est mimi, hein. Mais Ouais, non, c'est vrai. Non, ça doit être ça, t'as raison. Parce que moi, c'est vrai que je pensais à la scène avec Madame Scrofulaire, où je crois que c'est bah, du coup la maître de Haoru, la maîtresse de Haoru, la qui, prof. ouais, la prof, qui à un moment parle mal de Haoru en disant que ah, il est trop nul, etc. Et du coup, elle s'insurge un peu, elle se met à le défendre, et tu vois son visage qui rajeunit, un peu en mode Théoden dans Le Seigneur des Anneaux, quand il est libéré de l'influence de Saruman. Mais c'est un autre épisode. Du coup, ah oui, et puis aussi, enfin, quand même, une grosse différence entre le film et le bouquin, je trouve. Dans le bouquin, sa malédiction, elle le prend super bien, quoi. Genre, elle dit: «Oh bah oui, je suis vieille, tant pis. Maintenant, faut que je quitte mon métier, faut que je quitte, ma ville et faut que je quitte toutes mes connaissances» et c'est tout, quasiment. Dans le film, il y a un peu un truc où elle va se regarder dans le miroir, elle ose pas se regarder, elle voit ses mains toutes ridées et cetera et elle met un peu plus de temps à l'accepter. Alors que moi, c'est vrai que je trouve ça trop cool dans le bouquin, le fait que genre, Sophie, elle se prenne tout de suite en main, un peu comme une vieille, que plus rien n'effraie et qui a peur de plus rien quoi, qui a déjà tellement d'expérience qu'elle a tout vu avant elle et qui du coup, Mmh elle est mh. juste en mode super pratique, en mode: «Bon, bah, c'est arrivé maintenant, comment je fais pour, réagir avec ça?» C'est clair. Je la trouve très badass dans le bouquin. Ouais, mais tu raison, je pense que c'est ça qui lui donne un peu plus d'agentivité dans le livre et qui fait qu'elle a un peu plus de caractère, alors que dans le film, elle a l'air quand même d'être en mode, «Oh là là, je suis vieille». Elle s'en remet vite quand même, hein, mais sur le coup, elle est vraiment genre: «Oh waouh, c'est terrible». Mais je pense aussi parce que visuellement, tu vois, ça c'est quand même fort comme, tu vois, ça aurait été bizarre que tu fasses un aussi gros changement visuellement du personnage et que le personnage réagisse pas. Ouais. Je pense que ça aurait été je pense qu'on aurait eu du mal à avoir de l'empathie pour elle. Oui, c'est vrai, tu raison. Alors que dans le livre, comme tu la vois pas, puisque c'est un livre, tu plus dans ses pensées et comment elle vit le truc et du coup, tu as quand même de l'empathie pour elle parce que, tu comprends quel est son cheminement de pensée, quoi. En parlant de ça, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'elle parle beaucoup, toute seule quand elle est vieille. C'est aussi le cas dans le bouquin pour moi. C'est aussi le cas dans le bouquin et je trouve ça vraiment pratique qu'il l'ait fait dans le film parce que du coup, ça permet vraiment de comprendre justement son petit cheminement et elle le fait pas quand elle est jeune parce que c'est une petite jeune, tu vois? Mais du coup, ça fait un peu truc de mamie et ça la rend vraiment mamie en plus de faire ça. Du coup, elle décide de quitter, son métier, en estimant que c'est la meilleure chose à faire. Dans le bouquin, on comprend qu'elle va justement rejoindre sa sœur Martha, qui est apprentie sorcière, en se disant que peut-être elle pourra relever la malédiction. Dans le film, on n'a pas vraiment d'explication, juste elle part à l'aventure, voilà. Alors peut-être qu'avant de parler du château ambulant, on peut parler de l'épouvantail, parce que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle trouve un vieux bâton qu'elle redresse et elle se rend compte que c'est un épouvantail, qui était, plus ou moins, enfoncé dans la terre et c'est un épouvantail magique qui se met à la suivre et à se déplacer, on sait pas trop comment d'ailleurs et qui est pas du tout le même personnage dans le bouquin et dans le film. Dans le bouquin, c'est un monstre, qui est extrêmement flippant. On nous explique qu'il essaie de rentrer dans le château, qu'il griffe, les portes, qu'il ne s'arrête jamais, qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas, qu'il est sans relâche à la recherche du château et il fait flipper, tout le monde. Alors que dans le film, il est trop mignon et juste il aide Sophie. Ouais, c'est clair, mais du coup, dans le livre, moi, j'avais la vision de l'épouvantail du film et du coup, je comprenais pas pourquoi tout le monde, en voulait à ce point à ce pauvre épouvantail. Ouais, c'est clair. Surtout que enfin, je trouve que ni dans le film, ni dans le livre, il a une place très importante au final. Je me souviens plus trop de ah si, parce qu'en fait, c'est Soliman dans le livre, c'est ça? C'est ça, c'est un mélange de plusieurs, du prince, Justin et du sorcier Suliman. OK. Alors que dans le film, c'est juste le prince. Mais bon, ça a pas trop d'importance.
Ensuite, du coup, elle arrive au château. Tout à fait. Du coup, elle arrive, elle s'installe, elle fait comme chez elle. Elle papote avec Calcifer et en fait, là, c'est quand même très similaire au livre puisque du coup, elle va passer un pacte avec Calcifer, enfin un marché, puisque Calcifer, qui est le feu qui vit, dans la cheminée, Calcifer est un démon du feu qui dit avoir passé un contrat avec Aoru et il se sent exploité et donc il demande à Sophie de rompre leur contrat et en échange de quoi il la libérera, de sa malédiction. Mais la difficulté, c'est que Calcifer n'a pas le droit de parler de son contrat. De la même façon que Sophie peut pas parler de sa malédiction normalement. C'est juste que Calcifer étant un démon, il a capté qu'elle était enchantée et oui, il peut pas lui donner d'indices et voilà. C'est vraiment la même base que le livre. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, ça a pas du tout les mêmes conséquences. Parce que comme on a dit dans le bouquin, Sophie, elle va vraiment essayer de comprendre quel est ce pacte qui lie Calcifer et Aoru, et elle va un peu essayer d'enquêter, d'aller fouiller dans les produits de Aoru, etc. Alors que dans le film, c'est un peu mis de côté, c'est assez vite oublié. euh, et ouais, ça a pas trop de conséquences. Jusqu'à la fin, où ça revient un peu comme ça. C'est vrai. C'est vrai, enfin, mais j'étais surpris parce que dans ma tête, c'était vraiment très différent et en fait, il y a quand même pas mal de choses d'intrigue, qui qu'on retrouve, quoi. Ouais. Et après, il y a aussi un autre truc qui est un peu... Enfin, moi, c'est aussi un peu ça qui m'a gâché le bouquin. C'est qu'en fait, enfin, spoiler, mais on comprend qu'en fait, il semblerait que Aoru ait donné son cœur à Calcifer, Ouais, et que c'est comme ça que Calcifer est un peu enchaîné à Aoru. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je comprends les choses. Et le fait qu'on le sache dans le film fait que quand tu lis le livre, bah, tu comprends que c'est censé être un super grand secret, mais en fait, toi, tu le sais déjà, quoi. Donc, c'est un peu dommage de pas avoir la surprise. ouais. Et on a tout un jeu où Calcifer essaie de donner des indices sans trop en dire à Sophie pour qu'elle comprenne l'objet du contrat. Et c'est vrai que du coup, nous, enfin, des fois, on comprend un peu mieux les indices que Sophie et c'est un peu frustrant de voir Sophie qui chope pas l'info. Ouais. Ouais, mais je pense que moi, c'est ça qui m'embête, du coup, dans le livre parce que, du coup, j'ai l'impression qu'ils essayent d'en faire enfin, qu'elle essaye d'en faire une ligne directrice alors que le film assume que, bah, c'est pas le sujet, quoi. Enfin, c'est Ouais, oui, en fait, c'est vrai que le livre est quand même très riche, surtout si c'est une trilogie. Et le film, il fait un peu des choix sur ce qu'il traite, quoi. Et en l'occurrence, il mmh a mh, mmh. clairement choisi de traiter la relation Aoru-Sophie et moins la relation Calcifer-Sophie. Et bon, c'est un peu dommage parce qu'on aime bien Calcifer, mais bon, c'est comme ça. Et on rencontre assez rapidement aussi l'apprenti de Haoru. Alors chez moi, il s'appelle Michael. Ouais, pareil. Et donc en fait, Michael, on comprend que c'est un peu Sophie bis. C'est-à-dire que Sophie, elle est rentrée dans le château sans rien demander à personne. Et puis, comme c'est une vieille dame, on n'a pas osé l'acheter dehors. Et Michael, comme c'est un gamin, visiblement, Haoru n'a pas osé le jeter dehors et il a fini par l'accepter comme un apprenti. Leur relation est un peu bizarre parce que Haoru, on nous le présente comme un très grand sorcier, mais en fait, il apparaît comme étant plutôt jeune. Enfin, dans ma tête, c'est un peu genre un mec qui a 20 ou 25 ans. Et dans le duo avec Michael, c'est un peu Michael qui joue le rôle du parent parce que c'est lui qui travaille les sorts un peu chiants pour qu'il gagne un peu d'argent. C'est lui qui cache l'argent pour pas que Aoru dépense tout. Et donc il y a un peu cette relation inversée où c'est l'enfant qui s'occupe de Aoru en fait. Enfin, c'est plutôt ça quand même, du coup, dans le enfin, moi, je trouve que c'est un peu similaire, Oui, c'est pareil. oui, juste, effectivement, il est plus vieux dans le livre, quoi, le Michael. Enfin, Ah ouais? ouais. Bah, ouais, non? Pour toi, non? Ah, dans ma tête, il avait le même âge, mais je sais pas en vrai. Bah, moi, dans ma tête, au début, c'était un enfant, mais parce qu'il est quand même amoureux de Martha et Martha, elle a genre 15 16 ans. Oui, t'as raison. Donc il doit avoir le même âge. Ouais. Après, enfin, je sais pas, un enfant de 12 13 ans. Dans ma tête, il a 12 13 ans dans le film. Non? Oui, mais il est pas, ouais, pour moi, c'est pas un amoureux, tu sais, il a pas l'âge d'être amoureux encore. Ouais, c'est Pour vrai. l'instant, il trouve que les filles, c'est dégueu, quoi. Après, c'est un mage, tu vois. Peut-être qu'il est super mature. Ouais, grave. Il est Ouais, super non, je mature trouve pour son pas. âge. Non, il a quand même un truc de. Bah, dans le livre, Michael, au début, il a un peu du mal à accepter Sophie, alors que là, assez vite, il l'appelle mamie, et très vite, il commence à vraiment avoir une petite vie de famille, quoi. Oui, c'est vrai. Et surtout, dans le film, il s'appelle Marco. Voilà, c'est là la différence. Ah, ok.
Il s'appelle Marco dans le film et du coup, on va le découvrir, le lendemain de l'arrivée de Sophie et du coup, on voit un peu tout le fonctionnement de la maison qui est dans un état, vraiment déplorable. Donc Marco, en fait, se déguise en vieillard pour vendre des potions, et des sortilèges, de la part de Haoru. Selon à qui il s'adresse, s'appelle soit, Jenkins ou Pendragon. Puisqu'il y a une particularité au château ambulant, c'est qu'il a une porte magique qui, quand tu tournes la poignée, permet d'ouvrir, sur une différentes villes, quoi. La porte s'ouvre sur différents lieux. Et cette porte, elle s'ouvre sur différents lieux. Donc, on a la présentation des chaque lieu. Il y en a globalement 3. Et en plus de ça, il y a un côté noir à la porte. Et ça, Marco nous explique que lui-même ne sait pas trop où ça mène et que c'est un peu le secret de Haoru. Voilà, donc on découvre, tout ce fonctionnement-là pendant que Sophie est en train de se taper l'incruste, globalement. C'est ça qui se passe. On découvre le quotidien de la maisonnée. Il y a Haoru qui revient pendant que Sophie est en train de préparer le petit déjeuner et en fait, Sophie s'incruste en s'imposant comme femme de ménage. Et donc, après avoir délivré malgré elle un message, de la part de la sorcière des Landes, qui, informe Haoru qu'elle est à la recherche de son cœur, on va assister à tout le ménage que Sophie fait de la maison et de comment elle s'impose, quoi. Où elle manque de tuer Calcifer, pendant qu'elle nettoie la cheminée et donc, c'est là où je trouve qu'on a Haoru qui est beaucoup plus calme dans le film, parce que juste il va réveiller Calcifer et le remettre, d'aplomb. Et on laisse Sophie vraiment faire sa vie et faire le ménage comme elle veut. On voit que ça la rapproche de Marco et elle est déjà très vite acceptée au sein du château, quoi. Ouais, Et donc carrément. c'est là où c'est quand même très différent du livre parce que dans le livre, elle s'impose et vraiment elle est là, tu comprends tous les jours qu'ils sont un peu en mode: «Bon, quand est-ce qu'elle se barre la vieille?» et Haoru, enfin hurle, il lui parle vraiment en mode, «Arrêtez de vous malmener, quoi», enfin. Ouais, Et à chaque fois, il lui dit: «Non, arrêtez de faire ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça» et elle s'impose un peu malgré tout, quoi. ouais, complètement, t'as raison. Et juste, du coup, tant qu'on est encore sur la phase où Haoru a les cheveux blonds, smash or pass, Haoru? Pourquoi? Parce qu'après ça change? Bah, moi, je le smash avec les cheveux blonds, mais peut-être pas avec les cheveux noirs. Ah ouais? Ah, je préfère 1000 fois avec les cheveux blonds. Ah moi c'est l'inverse. Je passe Haoru, blond et je smash, Haoru, brun. Voilà. Chacun le sien. Chacun, parfait et les moutons seront bien gardés. Et du coup, là, on a le moment où effectivement la porte passe au noir toute seule pendant la nuit et Haoru rentre, à la maison sous une forme un peu spéciale. Ouais, alors il est à moitié corbeau, et puis petit à petit, il se retransforme, il redevient humain et il a un dialogue avec Calcifer et on comprend qu'en fait, Haoru, quand il est pas là, il fait plus ou moins la guerre à un ennemi qui ne nous est jamais présenté, mais on comprend que cet ennemi, il est globalement composé d'une armée de mages et que Haoru, comme c'est un mage très puissant, il les juge un peu comme étant des mages un peu stupides qui utilisent un pouvoir qui les dépasse. Et enfin, voilà, en fait, c'est un détail dont on n'a pas vraiment beaucoup d'infos parce que c'est extrêmement différent par rapport au bouquin. Puisque dans le bouquin, quand Haoru n'est pas là, c'est pas du tout qu'il fait la guerre, c'est qu'il est en train de draguer des femmes. Euh, et là, j'ai envie de dire, c'est encore la patte de Miyazaki, quoi. C'est parce que clairement, c'est le film a une grosse morale antimilitariste sur le mal que fait la guerre Comme souvent dans ces films, hein. et qui est complètement absente du bouquin, pour le coup. La grosse différence aussi avec le bouquin, c'est qu'en fait, cette guerre, alors on comprend qu'elle existe dans le vrai monde, mais aussi Haoru, quand il l'a fait, c'est souvent parce qu'il traverse la Porte Noire ou quand il rentre de cette guerre, c'est quand il vient de la Porte Noire. Alors que dans le bouquin, la Porte Noire, c'est quelque chose de complètement différent. Peut-être que c'est le moment d'en parler aussi. Je pense qu'on peut, ouais. Moi, tel que je l'ai compris, quand Haoru passe la Porte Noire dans le bouquin, c'est pas du tout qu'il va dans un monde ténébreux où il y a plein de guerres, c'est qu'il va dans notre monde en fait. Et on comprend plus ou moins que notre monde, c'est le monde original d'Aoru, où il a une sœur qui a des enfants, etc. Et il y a la télévision. Et il y a la télévision. Et d'ailleurs, il y a un moment, la première fois qu'ils y vont, il y a un moment très moralisateur
où Aoru parle à ses neveux et ses neveux ne l'écoutent pas parce que ses neveux sont en train de jouer aux jeux vidéo sur leur Game Boy. Et du coup, Aoru prend les Game Boy pour les pousser à l'écouter. Et je me suis dit vraiment, putain, c'est un roman de vieux con. Mais Ouais. bon, c'est pas grave. Non, c'est clair, les jeux vidéo, c'est mal et ça rend débile, hein, de toute façon, tout le monde sait ça. Et du coup, moi, tel que je l'ai compris, en fait, c'est que Aoru, c'est une sorte d'écrivain, en fait. Pour moi, il est en train d'écrire le conte dans lequel se trouve Sophie, quoi. Ah ouais? Waouh, tu allé, encore plus loin dans la réflexion que moi. Pour moi, c'est un truc un peu où, en fait, il a genre sa cabane au fond du jardin, où il vit plus ou moins au crochet de sa sœur, où il écrit ses Mmh. personnages, son histoire et tout. Et en fait, il est complètement dans son histoire au point qu'il a créé un personnage un peu autobiographique, quoi. Et il est tellement Bah, accroché que quand il sort de sa cabane pour aller faire des trucs, en fait, les personnages le suivent, quoi. il me semble quand même que parce qu'ils disent plutôt qu'il est chercheur et moi je l'avais compris comme, il est chercheur et juste, enfin, il gagne pas sa vie et il a pas eu le succès qu'attendait sa sœur et puis il étudie quand même la sorcellerie et donc il y a quand même un truc bizarre de c'est d'autres mondes, mais les gens savent quand même que les sorciers existent. Mais c'est clairement pas bien vu, quoi. Mais je sais pas trop parce que tu vois, on comprend dans le bouquin qu'il y a un autre personnage qui vient de ce monde qui s'appelle Soliman, Mmh, qui est dans le monde de Haru qui s'appelle Sullivan. Et en ouais. fait, lui, on sait pas ce qui lui est arrivé. Alors que c'est pareil, on sait qu'il étudiait plus ou moins la sorcellerie, mais personne n'a fait le lien entre le fait que c'est un sorcier et le fait qu'il a pu disparaître dans un autre monde. Donc pour moi, genre, c'est vraiment notre monde où c'est genre juste des mecs qui lisent des bouquins en latin et tout le monde se dit oh là là, c'est trop rigolo. Là, c'est un peu des mecs qui font du jeu de rôle, quoi. Et oh là là, tout leur univers avec leurs monstres et leurs dés, là, c'est rigolo. Mais en fait, il y a un vrai pouvoir derrière, quoi. Mmh. C'est pour ça que pour moi, c'est presque un truc de j'écris un conte, tu vois. Mais j'en sais rien. Oui, OK. Ouais, je sais pas, moi j'étais pas allée aussi loin. Après, moi j'ai trouvé ça juste, j'étais vraiment en mode: «Attends, what the fuck?» ce truc qu'ils décrivent là, parce que du coup c'est du point de vue de Sophie, c'est la télévision, mais what the fuck, comment ça, Hurle, il vient de notre monde et enfin, ouais, j'avoue, j'étais un peu: «What the fuck?» en fait. Ouais, je suis d'accord. Enfin, ça tombe un peu. Enfin, on sait pas trop. En fait, on comprend pas trop parce que même, en fait, il nous explique qu'il est obligé d'y aller. Et moi, j'avoue que j'ai jamais trop compris pourquoi il était obligé d'y aller. Et en fait, quand il Ouais, va dans l'autre monde, il finit par draguer une meuf aussi dans l'autre monde. Et du ouais. coup, t'es en mode, mais en fait, c'est juste encore un délire de Haru qui drague plein de meufs tout le temps. Enfin, ouais, voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc, je sais pas trop, ouais, je sais pas trop quoi en penser. J'avoue que c'était pas les parties que j'ai préférées du bouquin, quoi. Mmh. Ouais, j'avoue que moi aussi j'étais assez content qu'on retire ce truc-là et et qu'effectivement on en profite pour ajouter un message politique, quoi. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà, du coup, effectivement, on a découvert la porte noire et c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Non, après ça, on découvre, Sophie et Marco qui vont faire des courses, dans une des villes, à côté de laquelle ils sont et en fait, on a le retour d'un bateau qui a été détruit par la guerre et il y a Sophie et Marco qui voient Des tracts. des hommes caoutchouc, tout mous là, qui sont des hommes de bah, je sais pas si c'est les hommes de la Sorcière des Landes, oui, c'est ça, c'est les hommes de main de la Sorcière des Landes. Et effectivement, il y a des tracts qui sont projetés, enfin qui sont diffusés par l'ennemi et donc ils rentrent, en vitesse, à la maison. J'aurais bien aimé avoir ton avis sur ce que tu pensais de la façon dont la magie était animée dans le livre. Pardon, j'aimerais bien avoir ton avis sur la façon dont la magie était animée dans le film. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé que, genre, en gros, nous, dans le film, il y a globalement trois magiciens qu'on suit vraiment. C'est Aoru, la sorcière des Landes, et un peu Madame Scrofulaire, donc la prof de Aoru. Et je trouve qu'ils ont tous un peu leur façon de faire et un peu leur patte. Et j'ai trouvé ça super cool parce que je trouvais que tu avais tout de suite un peu une cohérence dans la magie, où chacun avait son truc, sa façon de faire, etc. Et j'ai trop kiffé. Et c'est vrai que dans le bouquin, t'as beaucoup plus de magiciens. Parce que du coup, t'as Michael qui lance des sorts, enfin Marco, Oui, c'est vrai. t'as les sœurs de Sophie, et puis en fait, même Sophie, pour moi, c'est une magicienne, en fait. Ça nous est même dit plus ou moins clairement. T'as Sophie qui lance des sorts un peu sans s'en rendre compte, juste en parlant aux objets. Et puis t'as Aoru qui nous explique qu'il fait des sortes de calculs mathématiques pour lancer des sorts où il ajoute tel ingrédient avec tel autre et ça fonctionne parce qu'il suit une vieille recette ou on sait pas trop quoi.
Mmh. Du coup, enfin, c'est vrai que je trouve que la magie est très, très chaotique dans le bouquin, alors que dans le film, je trouvais que c'était vachement, je sais pas, plus maîtrisé, et du coup, ça donnait l'impression d'un univers beaucoup plus cohérent. Bah, c'est vrai que dans le livre, tu comprends pas trop comment ça marche et je trouve même qu'il y a un truc un peu de l'ordre de la croyance où Sophie, sa façon de «faire des sorts» entre guillemets, c'est plus elle manifeste. Ouais, Elle manifeste que les choses fonctionnent et ça fonctionne, et des fois tu sais pas si ça fonctionne parce que c'est une coïncidence et qu'elle, elle pense que tu vois, c'est comme le coup du costume. Est-ce que c'est vraiment le costume, parce qu'elle en gros, elle répare un costume pour, Hurle. Et après, elle comprend que parce qu'elle pendant qu'elle faisait le costume, elle disait que ça lui permettrait de séduire des jeunes filles et que du coup, le costume aurait la propriété de effectivement, ajouter, en séduction, à Hurle. Et tu sais pas si, en fait, quand il porte le costume, est-ce que c'est juste qu'il est charismatique de base et que c'est effectivement qu'il charme les gens naturellement ou est-ce que c'est effectivement le costume qui est magique? Et je trouve qu'il y a un peu une part de mystère là-dessus où on n'a pas vraiment la réponse, à mon sens. et Alors que dans le film, la magie, elle existe et c'est assez clair, ouais. du coup, ça t'a gêné dans le bouquin de pas avoir cette réponse? Ou tu trouvé ça plutôt bien? Moi, j'ai trouvé que c'était un peu, enfin, du coup, je trouvais que c'était très différent. Enfin, je sais pas si ça m'a gênée, OK, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est plus qu'il y a eu un truc de je me suis dit: «En fait, il y a une probabilité que la magie existe pas dans le livre», à part les moments où il y a des moments de combat entre Aoru et la sorcière des Landes, où là, tu comprends vraiment qu'il se transforme en boule d'énergie ou je sais pas quoi, où ça part vraiment en ouais, live. Là, je me dis: «OK, bon, là, effectivement», enfin, si, il y a quelques moments où très concrets, mais du coup, je pense que c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il y a des moments où tu as un peu l'impression que c'est des charlatans, où ils souhaitent des choses aux gens et ils misent un peu sur le: «OK, les gens, ils vont balancer telle poudre sur le bateau et ils vont se sentir protégés et donc ça va marcher», et il y a d'autres trucs qui sont vraiment concrets de, Haoru peut se transformer en chien et voilà, enfin, oui, c'est vrai. et donc ouais, là-dessus, je pense que c'est ça qui m'a fait bizarre, alors que dans le film, tu as aucun doute sur le fait que, quand on fait de la magie, on fait de la magie, quoi. Enfin, genre, tu te dis pas: «Ah, ils sont en train de manifester en croisant les doigts que ça fonctionne» et il y a un côté croyance, quoi. Ouais, OK, je suis d'accord. Moment drama, après que Sophie et Marco soient rentrés, de leur marché, moment drama parce qu'on se rend compte que Sophie a touché au fiole de Haoru et visiblement ces fioles, c'était pour se teindre les cheveux. Et du coup, il pète un câble parce il est roux et du coup, il est en mode, «Ah, je suis moche, blablabla». Exactement. Insupportable. Ouais, ouais, bon, au point qu'en fait, il commence à se enfin, à dégager une sorte de muqueuse verte un peu dégueulasse, comme une sorte de grosse bave, qui commence un petit peu à s à tout remplir dans le château, au point de mettre en danger, Calcifer, parce qu'il voit son âtre être rempli de muqueuses. Et je sais même plus bien comment ils s'en sortent. Je crois qu'ils sortent à Aoru, c'est ça? Genre, je me souviens de Sophie qui le transporte dans son lit? Elle le pousse jusqu'à la elle le non, elle le transporte jusqu'à la salle de bain et tu un moment un peu rigolo parce qu'il y a sa serviette qui tombe et du coup, il est cul nu. Donc elle le met dans la baignoire et après c'est Marco qui s'occupe de le laver et elle s'occupe de nettoyer la maison. Heu, voilà. C'est à peu de choses près la même scène, hein, dans le livre, pour le coup. Ouais, mais dans le livre, c'est beaucoup plus compréhensible parce qu'on a un Aoru qui est beaucoup plus volage, quoi. Alors que c'est vrai que dans le film, on nous le présente comme étant très beau, très calme, très posé. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je sais pas trop, bon. Il a un côté beaucoup plus superficiel dans le livre et en plus, pour le coup, il fait ça, à cause de ses cheveux, mais parce qu'il est en train d'essayer de séduire quelqu'un. Heu et là, tu un dans le film, tu sens qu'ils ont tenté un petit rapprochement avec le livre parce que Marco dit, «Ah, il appelle les forces des ténèbres, la dernière fois qu'il l'a fait, c'est quand il s'est fait quitter par une fille» et tu en mode: «OK, ouais, donc vous avez essayé de faire un petit rapprochement avec le fait que, on dit que c'est un mangeur de cœur, mais en vrai, ça marche pas trop, quoi». Enfin, Mais pour moi, c'est plus une référence, tu sais, pour ceux qui ont lu le bouquin, quoi. Genre: «Hé, regardez!» oui, oui, carrément. Mais du coup, après ça, ils se réconcilient quand même et puis, en fait, Haoru explique à Sophie il est de son devoir, en gros, de, bah, participer à la guerre contre le pays étranger, en tant que sorcier. Lui, en gros, il a des responsabilités, il doit le faire et du coup,
sauf que lui, il en a marre et il demande à Sophie de se faire passer pour sa mère et d'aller, refuser à sa place, d'aller au Palais Royal et pour, dire qu'il veut plus participer à la guerre quoi, en gros, à sa place. Et donc c'est là où on a une grosse différence avec le livre, c'est que normalement Sophie, elle doit aller voir le roi, alors que là, le roi, on va très peu le voir dans le film, elle va plutôt interagir avec Madame Suliman, qui dans le film devient la professeure de Haoru. Et, et voilà. Alors que Suliman, dans le livre, c'est un sorcier qui a disparu et qu'on va retrouver petit à petit. Donc là, il y a des grosses différences. Il y a aussi cette idée que Sophie, elle doit aller se faire passer pour la mère de Haoru pour salir son nom, pour qu'il n'accomplisse pas une mission pour le roi. Donc c'est un peu la même idée, mais ça se passe pas tout à fait de la même façon. En fait, dans le film, ils ont fusionné deux personnages, qui est le sorcier Suliman et Madame Scrofulaire, donc la prof de Haru, et ils l'ont fusionné en un seul perso, Madame Suliman, qui a un rôle un peu différent. Mais c'est plutôt sympa, parce qu'en vrai, c'était ces deux persos qu'on voit très peu dans le bouquin, et je sais pas si ça avait un intérêt de mettre les deux, quoi. Mm. Non, c'est clair. Et donc, Sophie va au Palais Royal, et là, elle rencontre la sorcière des Landes, qui elle aussi est invitée au palais pour. On comprend qu'elle est aussi envoyée pour être convoquée, enfin qu'elle est elle aussi convoquée par le roi. Et elle a accepté de venir parce que visiblement, on nous dit que c'est ce qu'elle attend depuis 40 ans, je crois, un truc comme ça. Et qu'elle espère revenir dans les grâces royales grâce à ça. Mm, mm, mm. Sauf qu'ils ont un adversaire de taille qui sont des marches. Et pour la sorcière des Landes, qui a plus ou moins 700 ans, un truc comme ça. Et pour Sophie, qui est très vieille maintenant, bah, c'est compliqué. Même si, enfin, je pense assez clairement que les marches, elles sont magiques ou je sais pas quoi, parce que la sorcière des Landes, c'est vraiment, elle se liquéfie, voilà. Et en fait, on comprend que tout ça était un piège pour attirer la sorcière des Landes et pour plus ou moins se débarrasser d'elle, parce qu'apparemment, elle faisait trop de mal dans le royaume. Et donc, pendant que la sorcière des Landes se fait piéger, alors on comprend pas trop ce qui se passe, mais moi j'ai l'impression qu'on lui enlève plus ou moins sa magie. Euh, Madame Suliman, du coup, va discuter avec Sophie. Euh, et là, alors là, c'est plus ou moins comme dans le bouquin, si je me souviens bien, parce que en fait, Sophie, elle est venue pour dire du mal de Haoru, pour le discréditer, etc., mais elle n'y arrive pas vraiment. Et en fait, assez rapidement, elle se met à faire un éloge. Et puis Madame Suliman, elle lit un peu clair dans le jeu de Sophie. Oui. Et elle comprend que, en fait, si, Haoru, c'est un grand sorcier malgré tout ce que dit Sophie, et qu'il faut qu'il vienne combattre, quoi. Mais c'est un peu différent, je trouve, enfin c'est oui, c'est similaire, mais c'est un peu différent parce que dans le livre, elle est convaincue qu'elle dit des trucs négatifs et elle se rend pas compte que sa façon de parler de Hurle, ça peut potentiellement être positif, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y a un peu cette idée-là et puis en l'occurrence, elle s'adresse vraiment au roi du coup dans le livre. Et puis, du coup, aussi, ce qui se passe, c'est que là, donc on voit clairement, en fait, enfin, tu sens que dans le film, Sophie, elle finit par parler positivement de Haoru parce qu'elle supporte pas de dire du mal de lui et qu'elle est vraiment amoureuse. D'ailleurs, on la voit redevenir jeune à ce moment-là par amour. Mm. Et c'est un moment où Haoru arrive finalement pour sauver Sophie et la ramener à la maison. Voilà, sauver Sophie du piège où il l'a lui-même mise, hein, quand même. Enfin, bon. Ouais, oui, clairement. Mais puis en plus, c'est qu'à la base, il disait que c'était un froussard et qu'il avait trop peur d'aller confronter Suliman et qu'il lui dit que c'est elle qui lui a donné le courage d'aller Ah oui, c'est au vrai. Palais Royal, quoi. Ouais, bon, voilà, c'est pas bon. En tout cas, ils arrivent à s'enfuir et ils repartent pas seuls parce que du coup, ils repartent avec le chien de Madame Suliman et ils repartent Mm, avec la sorcière des Landes, qui est devenue une sorte de mamie gâteuse. qui est toute rabougrie. Et pendant que Sophie et les deux nouveaux compagnons rentrent au château, Hurle fait diversion et va affronter les hommes du roi. Ouais. Bah, du coup, enfin, Sophie parvient à ramener tout le monde au château ambulant. Et dans la nuit, Haoru va rentrer en étant dans un état vraiment déplorable. Il a été vraiment, on sent que la transformation prend de plus en plus de place. De toute façon, c'est aussi Calcifer qui l'avait mis en garde, qu'il aurait de plus en plus de mal à reprendre forme humaine. Et donc là, Sophie,
cherche à joindre, Haoru, dans sa chambre, voir comment il va, comment elle peut l'aider. Elle lui dit qu'elle l'aime, et lui, il est vraiment en mode: «C'est trop tard», genre en mode: «Éloigne-toi, je vais te faire du mal». Voilà et elle se réveille, on sait pas trop si elle a rêvé ou pas, mais voilà. Donc un peu mauvaise nuit quoi, pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a quand même un gros changement, parce que c'est vraiment là où je trouve qu'on commence à voir Sophie qui est en mode croque-love de Haoru. Mmh. Ouais. Heu, dans le bouquin, du coup, on l'a dit, ça vient bien plus tard. Et du coup, je trouve que c'est à ce moment-là où on perd un peu le côté Sophie badass. Parce que quand même, je trouve que Sophie, enfin, je trouve que vraiment ce qui marche super bien, autant dans le livre que dans le film, c'est la transformation en grand-mère de Sophie, où on a vraiment l'impression d'avoir une, enfin, genre, en fait, elle joue vachement bien avec, quoi, Sophie. Elle arrive Mmh. vachement à s'imposer, bah, on l'a dit, dans le château, elle arrive vachement à dire ce qu'elle pense, et cetera, beaucoup plus facilement quand elle est en grand-mère que quand elle est, jeune et qu'elle ose pas s'opposer à sa belle-mère, quoi. Et Ouais. ça, je trouve que c'est vraiment le côté super cool, du bouquin et du début du film. C'est, comment tu transformes une malédiction en avantage, en fait. Parce qu'en fait, Sophie, elle était mal dans sa peau et en fait, en la maudissant, bah, alors peut-être qu'elle a perdu 60 ans d'espérance de vie, mais en tout cas, elle semble plutôt bien s'en sortir en grand-mère, Sophie. Oui, oui, carrément. Moi après elle reprend, sa son apparence, donc au final c'est tout bénef, mais Mais dans le film, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là et de la visite, royale, je trouve que Sophie, elle est beaucoup moins dans ce truc de s'imposer, de d'oser dire ce qu'elle pense, et cetera. Et elle devient beaucoup plus, personnage secondaire, un peu, future, compagne d'Aoru. Et autant ça me gênait pas quand j'avais pas lu le bouquin, parce que je me disais: «Oh bah, c'est une histoire d'amour un peu classique, mais c'est une histoire d'amour». Autant quand tu as lu le bouquin et que tu sais que Haoru, c'est un super coureur de jupons, bah, enfin, je trouve que ça marche moins bien, quoi. Je trouve qu'il y avait un peu une pureté dans leur relation que j'ai perdue en lisant le bouquin. tu trouves? Bah, ouais, en tout cas, je sais qu'avant d'avoir lu le bouquin, quand j'avais vu le film, j'avais pas été gêné par leur relation, tu vois? Je trouvais que c'était une belle histoire d'amour, quoi. Ouais. OK, bah, ouais, je sais pas, moi j'ai enfin, j'ai j'ai trouvé leur relation plus naturelle dans le film, je pense. Enfin, tu vois, tu disais que là, on voit qu'elle est croque-love et c'est là où elle devient un peu moins badass, je suis un peu d'accord. Mais en même temps, je trouve que dans le livre, c'est vraiment j'ai l'impression que ça arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Enfin, qu'elle a tellement résisté tout le long et qu'à la fin, c'est d'un coup: «Bon, en fait, je suis amoureuse», j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ouais, c'est vrai aussi. Alors, je crois que c'est à ce moment-là où ils déménagent. Oui, tout à fait. Il déménage, pour fuir, Suliman, la sorcière et donc c'est le moment, cette scène, elle est assez similaire à celle du livre, puisqu'il d en gros, il trace, des trucs au sol et il faut, récupérer Calcifer sur une petite pelle, pour pouvoir, déménager la maison. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez proche Ouais. de ce que j'avais lu. Enfin, je trouvais que ça ressemblait bien. Il y a juste une petite différence, c'est que dans le bouquin, c'est Hurle qui demande à Sophie où est-ce qu'ils veulent déménager. Et c'est Sophie qui propose son ancienne maison, qui propose de devenir fleuriste, d'aller sur un champ de fleurs, etc. Alors que dans le film, c'est Aoru qui décide de déménager et qui choisit lui-même où ils vont. Et en fait, ils se retrouvent du coup dans l'ancienne maison de Sophie. Et là, c'est un peu le moment où le film me perd, quoi. Parce que je suis en mode, mais comment Aoru il sait que c'est l'ancienne maison de Sophie? Comment ça se fait que enfin, tu vois, genre, je comprends pas trop, le Ouais. lien entre les 2. Ça, ouais, mais c'est en plus, c'est un peu bizarre parce qu'il l'adresse pas vraiment que c'est sa maison. Enfin, c'est ça qui est assez Ouais. rigolo, Nous, on le sait parce qu'on a tout ce truc avec le train qui passe devant la fenêtre ouais. et tu vois que c'est la même salle, quoi. Mais, Mmh. ouais. Donc c'est vrai que là, le film m'a un peu perdu. J'ai pas trop compris, le truc. Après, moi, je trouve que dans les Ghibli, il y a aussi ce truc un peu, c'est un peu enfin, c'est toujours un peu mystique, quoi. Donc il y a toujours des trucs que tu comprends pas trop et c'est pas grave parce que c'est joli, quoi, globalement. Oui, ouais, c'est moi, ça me dérange pas trop. Enfin, j'avoue que c'est assez OK. Où du coup, il y a un petit moment entre Sophie et Aoru, justement, où il lui présente le jardin et c'est le fameux moment où on la voit redevenir jeune, puis à nouveau vieille et ils sont retrouvés par des sorciers, enfin, des sorciers transformés en monstres et donc à ce moment-là, Sophie est ramenée au château
et Haoru va faire diversion. Encore. Encore, as usual. Mais de toute façon, là, son but, clairement, c'est de protéger toute la petite famille. Et Sophie, elle, elle est un peu dans le mal parce qu'elle, son but, ça serait de protéger Haoru, quoi. Et du coup, il faudrait que Haoru arrête de se battre. Et avant, Haoru avait peur de faire la guerre. Et maintenant, il est en mode j'ai plus peur parce que j'ai une raison de me battre, c'est de protéger. Et elle, elle est en mode mais non, mais je veux juste que tu redeviennes un froussard, quoi. Voilà. Ce qui est très différent du bouquin, hein, pour le coup. Parce que dans le bouquin, Sophie, elle est excédée par le fait que Haru ose pas se battre, qu'il soit un froussard. Oui, c'est ça, c'est qu'après dans le livre, il y a pas les mêmes enjeux, en termes de mission, mais il est censé aller retrouver un mec, le prince du roi qui a disparu parce qu'il va y avoir la guerre après, donc c'est quand même assez similaire, mais du coup, elle est en mode: «Mais comment ça tu as peur, d'y aller? Il faut te bouger mon frérot, quoi». Bon, elle lui dit pas mon frérot, mais voilà. Dans le film, du coup, on se retrouve au château sans Haru, et il y a quand même 2 nouvelles personnes dans le château, qui sont du coup la sorcière des Landes et le chien. Et les 2 vont avoir une petite importance, parce qu'on comprend que le chien, c'est plus ou moins un espion de Madame Suliman, Oui. même si assez rapidement, il va trahir Madame Suliman et il va s'allier à Sophie. Mais là, on comprend que il sert un peu d'espion et que, notamment, il va pousser Sophie à faire entrer d'autres serviteurs de Madame Suliman. Mmh. Et l'autre personnage, c'est la sorcière des Landes, bien sûr, qui s'intéresse beaucoup à Calcifer et qui trouve que c'est un très bon feu. Et on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, elle disait à Haru: J'aurai ton cœur. Subtil, subtil. Mmh, hé hé! Attention!» Mais qu'est-ce que c'est donc cette petite pierre en bas de Calcifer depuis le début? Attends, vraiment, je me demande. Mais sachant juste avant, on a la visite de Fanny, la mère Ouais, de Sophie. ouais, c'est ça. Et en fait, là, c'est intéressant parce que c'est une visite qui existe dans le livre aussi. Sauf que là, on comprend que, Fanny, elle a été, je sais pas comment on dit, mais, elle travaille sous les ordres de Suliman, malgré elle et parce qu'elle fait rentrer dans la maison un un mouchard, enfin un truc mou et moche et méchant. Ouais, bah, c'est plus ou moins les hommes boucs Oui, qu'utilisait la sorcière des Landes. Et là encore, j'ai trouvé ça très cool parce que du coup, enfin, comme juste avant, on a vu que la sorcière des Landes avait perdu ses pouvoirs, bah, on comprend que c'est un peu Madame Suliman qui a récupéré les pouvoirs et qui peut invoquer les hommes boucs oui, maintenant. c'est vrai. Ah, Je l'ai vu comme ça un peu. ah oui, c'est malin parce que c'est vrai que bah, je l'avais pas eu comme ça, mais c'est malin. Je viens d'y penser en vrai. OK et ben, je trouve que l'idée est cool et du coup, la sorcière des Landes donne le mouchard à manger à Calcifer et elle s'allume un cigare qu'il y avait dans le sac aussi Mm. de la mère de Sophie et en fait, on comprend que c'est un piège, parce que du coup, Calcifer a du mal à digérer, le mouchard et surtout la sorcière des Landes, le cigare, ça lui fait pas non plus du bien, je crois que enfin, je sais plus, il me semble que ça la je sais plus, ça lui, ou ça fait rien, mais en tout cas, ça a fait distraction, quoi, mais Ouais, puis ça fait plein de fumée, je sais pas ouais, trop. c'est ça, c'est pas fou. Mais en tout cas, on comprend que du coup, Calcifer est bien, bien affaibli, ce qui tombe mal parce que c'est un moment où il y a beaucoup de bombes qui tombent partout, et donc la maison commence à être vraiment, ébranlée et en danger et Haoru, essaye allez, protège la maison de l'explosion d'une bombe, sauf qu'il repart aussitôt, combattre parce qu'il dit à Sophie que là, il veut la protéger et qu'il a une raison de la protéger. Et Sophie décide de faire disparaître la maison parce que, elle se dit que si on peut plus les trouver, bah, du coup, Haoru, il aura plus de raison de les défendre et du coup, il pourra arrêter de se battre. Je crois que c'est ça un peu, la logique, hein. Ouais, je suis perdu. J'avoue que j'ai pas compris la Ouais fin. et bah Je trouve que Sophie devient un peu conne, honnêtement. Enfin, c'est quoi? méchant. Non, c'est méchant dit comme Bah, ça, je regrette. Mais elle va encore faire. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'elle se met un peu en danger. Enfin, je trouve que le personnage devient plus très intéressant. ah ouais, moi, je trouve que justement, c'est un moment où je me dis, bah, elle commence à enfin, bon, je suis pas fan du côté, «Je vais faire ça pour protéger mon mec», mais en même temps, je trouve que, bon, au moins, elle prend des décisions, elle est proactive et ça fait un peu du bien aussi, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Mais du coup, donc elle décide de détruire la maison, donc c'est-à-dire qu'elle vire tout le monde, et il sort Calcifer de la maison, donc le château sera bougri sur lui-même et après elle va essayer de recréer un château et donc c'est aussi ce que j'aime bien aussi en fait avec ce moment-là, c'est qu'il y a plusieurs passages où tu comprends que potentiellement dans le film, Sophie aussi est un peu sorcière et donc c'est aussi ça qui est intéressant, quoi. Ah!
Et parce que du coup, pour réussir à générer un château, il y a Calcifer qui est en mode: «OK, mais il faut quelque chose de toi» et du coup, elle lui donne ses cheveux, et en fait, avoir les Mmh. cheveux de Sophie, ça lui donne une puissance de fou et il arrive à créer un mini château, qui leur permet de se déplacer. C'est la fameuse technique réponse, Ouais, très fameuse, utilisée par exactement, les c'est vrai. sorcières. C'est clair. Quand vous avez les cheveux longs et que vous êtes une sorcière, vos cheveux, ils donnent des super pouvoirs, en fait, tout le monde sait ça. Exactement. Très bien vu. Enfin, j'avais pas du tout vu que le fait que ça montrait que Sophie avait des pouvoirs, j'avoue. Et justement, c'est un des trucs que je trouvais qui me manquait, au film, donc c'est vrai, ça, je l'avais pas vu. Et donc c'est à ce moment-là où la sorcière des Landes est en mode, «Ah, je veux le cœur de Haoru» et du coup, elle fait nimp, la conne. Elle attrape Calcifer qui est, où on comprend, on a compris à ce moment-là déjà que Calcifer, en fait, le contrat avec Haoru, c'est que Calcifer a le cœur de Haoru, ce qui fait qu'ils sont liés et c'est pour ça qu'ils se Ouais, que c'est pour ça que, Haoru a les pouvoirs de Calcifer et enfin bénéficie des pouvoirs de Calcifer et Calcifer est lié à Haoru quoi, en gros. Un peu un truc comme ça. en fait, on a une sorte enfin, moi, peut-être, de la façon dont je l'ai compris, c'est qu'à un moment, on a une sorte de flashback où on voit une étoile filante qui tombe Mmh. et on voit Haoru enfant qui le rattrape et en gros, enfin, moi, la façon dont je l'ai compris, c'est que les démons du feu, du coup, c'est des étoiles filantes et quand ils s'écrasent, sur terre, ils meurent parce qu'ils ont un peu plus rien à brûler, quoi. Et du coup, à ce moment-là, ils ont souvent très peur. Et donc, si tu les attrapes juste avant qu'ils tombent et que tu leur proposes de leur donner ton cœur pour qu'ils aient du combustible, bah, ils sont prêts à accepter souvent. Et du coup, ça fait que tu obtiens leur pouvoir et qu'ils sont liés à toi, quoi. Et ça, c'est ce que tu as compris en voyant, c'est ce que tu as compris avec le livre et avec le film, du coup? Parce que Ouais, ouais, le ouais, ouais. c'est ça. Mais du coup, donc la sorcière des Landes attrape le Calcifer et en fait, elle se met à brûler et Sophie, un peu dans la panique, et aussi pour, enfin, pour essayer de sauver tout le monde, va jeter de l'eau sur la sorcière des Landes. Sauf que Ah quand tu oui, jettes c'est de vrai l'eau qu'elle fait sur le ça. feu, bah, ça l'éteint et donc à Et ce voilà. moment-là, le mini château qui a été construit, bah, commence à se dissocier et donc Sophie se retrouve isolée des autres, seule avec le chien et c'est à ce moment-là, du coup, effectivement, qu'on a le flashback où elle va voir, Haoru, qui attrape l'étoile filante, qui calcifère et blablabla et blablabla. Et du coup, Sophie retue presque Calcifer pour une deuxième fois. Oui, Ça commence à faire beaucoup. ça fait Mais beaucoup. bref. Mais ça, c'est parce qu'elle a retrouvé Haoru en monstre, complètement apathique, enfin là, il est trop dans le mal, quoi. Il a perdu une patte et tout. Elle lui elle l'embrasse et elle lui demande de l'emmener, jusqu'à Calcifer et c'est à ce moment-là qu'elle va essayer de réparer tout le monde. Du coup, elle récupère Calcifer et là, c'est assez proche du livre puisqu'elle manifeste encore enfin, c'est là où elle utilise un peu sa magie, comme dans le livre. Tu sais, où du coup, elle dit: «Je souhaite ça, je souhaite ça, je souhaite ça» et à force de le souhaiter très fort, ben, a Ouais. priori, ça se réalise. Alors, ça se réalise, mais si je me souviens bien, Calcifer n'est plus lié à Haoru, du coup. Oui, bien sûr. Et ça, j'ai pas bien compris pourquoi d'ailleurs. Parce que comme il est mort, c'est bon. Ouais, je Je sais sais pas. pas. Bah, là, en tout cas, elle dit: Ah oui, mais c'est ça en fait. Je souhaite que Calcifer vive encore 1000 ans et que, Haoru, récupère son cœur» et elle remet Calcifer dans la poitrine de Ouais, Haoru et Calcifer ressort en étoile filante en mode: «Je suis libre» et Haoru, revit. ouais, c'est ça, du coup. Ouais C'est parce que comme elle a souhaité qu'il vive 1000 ans, il a plus besoin d'Haoru pour vivre. et voilà et après, bah, dans le film, c'est aussi le moment où elle sauve il y a l'épouvantail et du coup, elle lui fait un bisou et donc il se retransforme et en fait, cet épouvantail, c'est le prince du pays étranger contre lequel il se bat et qui du coup dit, «Allez, je vais rentrer chez moi et je vais dire qu'on arrête de faire la guerre». Ça, c'est plutôt en vrai, je trouve ça bien. Parce que du coup, on retrouve un peu le côté conte et tout, c'est Ouais. cool. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai et après du coup, tu as toute la petite famille qui est réunie et qui va vivre ensemble dans un château volant. Voilà. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, sans doute et donc c'est la fin du château ambulant de Hayao Miyazaki et comment on sait si le château ambulant, c'était mieux dans le livre? Siméon, c'est quoi l'élément d'adaptation qui est raté selon toi dans le film? Moi, j'aimerais quand même revenir sur, la relation Haoru-Sophie. Ouais, Parce que là, en reparlant, je trouve que le truc qui me gêne beaucoup, c'est le côté Haoru à la rescousse. ouais,
Parce qu'en fait, ça arrive une première fois quand ils se croisent et qu'il le sauve de dragueurs lourds. Mmh. Ça arrive une deuxième fois au moins quand il l'accueille chez elle. Une troisième fois quand il l'envoie chez Madame Suliman et que c'est lui qui vient le sauver. Une quatrième fois quand ils sont attrapés par les mages. Une cinquième fois quand une bombe explose sur le château, enfin, etc., etc., etc. Et en fait, je crois que c'est ça qui me gêne beaucoup. C'est que, c'est qu'en fait, c'est comme c'est toujours Aoru qui règle le problème. Ben, Sophie, soit elle est renvoyée dans un rôle où soit elle fait rien, elle est apathique un peu, soit elle cause le problème, quoi. Mmh. Et du coup, c'est vrai que je trouve que bah, le personnage de Sophie devient beaucoup moins intéressant, alors que pour moi, c'est lui qu'on suit en fait. Et Ouais. Haoru, ça devrait être qu'un personnage secondaire. Donc moi, c'est peut-être ça plutôt qui m'a gêné, c'est le traitement de Haoru et Mmh. le fait de le rendre plus responsable. Peut-être qu'on a un peu perdu un truc sur l'œuvre originale. Ouais. Mais je vais te rejoindre un petit peu, mais c'est plus, spécifiquement sur le personnage de Sophie, moi, où je pense que j'ai un petit problème. Parce qu'effectivement, je trouve qu'elle est un peu lisse dans le film, mais même dans sa personnalité, tu vois, elle fait très sympa tout le temps. Enfin, après, elle est rigolote quand elle Ouais, est âgée, mais je trouve que dans le livre, au moins, elle fait des erreurs, mais elle fait aussi des choses positives. Enfin, tu vois, c'est un personnage qui est plus complexe, quoi. Et il y a des trucs qu'elle fait, des fois, elle fait de la merde, des fois, elle fait des trucs bien. Elle a son petit caractère, elle est pas parfaite. Alors que dans le film, elle fait un peu plus très vite, c'est je suis amoureuse de Haoru et mon but dans la vie, c'est Haoru, quoi. Et ça, c'est un peu, bah, c'est un peu dommage. ouais, je suis d'accord. C'est quoi, l'élément d'adaptation qui est réussi selon toi? Alors c'est très niche, mais moi, c'est la scène où Sophie fait du ménage. OK, waouh! Parce que Mais je tu trouve que c'est complètement misogyne, en fait. j'adore quand les femmes sont à leur place. Non, c'est pas vrai. Heu, Ah, j'adore quand elle est en train de faire le heu, ménage et qu'elle ferme sa gueule. Cette conne. Non, mais l'enfer. C'est pas vrai, on n'est pas c'est comme pas ce ça. que je dis, mais Non. non, non. Non, non, bien sûr que non. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je trouve que c'est ça le mieux dans Miyazaki, je trouve. C'est quand il te dépeint de manière cool, le monde ordinaire, quoi. Ouais, je suis trop d'accord. Moi, tu me dis Miyazaki, je pense à 2 trucs. Je pense, à la pluie qui tombe dans Totoro Ouais, et je pense au ramen dans Pogno sur la falaise. la bouffe. La bouffe de Miyazaki. La scène du petit déjeuner. Oui, ah oui, avec les œufs et le lard, bien Ouais, sûr. Incroyable. Et incroyable. en fait, c'est ça que je trouve trop cool, c'est quand il te rend le truc complètement banal, mais trop beau et trop cool. Et quand tu vois Sophie qui fait du ménage, bah, franchement, c'est le seul moment dans ma vie où j'ai envie de faire du ménage avec elle, quoi. Et du coup, je trouve que, en fait, dans le livre, c'est vraiment le moment ventre mou où je trouve qu'il se passe rien et où je m'emmerde un peu parce que c'est juste Sophie et la vie quotidienne dans un château ambulant. Mmh. Mais dans le film de Miyazaki, j'ai envie que ce soit 1 heure et demie de ça, en fait. Et du coup, je trouve que c'est vraiment trop bien. Là, je pense qu'on peut faire des vidéos, motivation de ménage, avec, toutes les scènes où les gens font à manger et font le ménage dans les Miyazaki. Parce qu'il y a un peu des scènes comme ça aussi dans Totoro et c'est grave, motivant, quoi. Ouais, ah bah oui, quand dans Totoro, quand ils arrivent Ouais, dans dans la la maison maison. pour la première Ouais, fois, c'est trop avec satisfaisant. les sortes d'araignées noires, et là, Bah, trop ouais, bien. ouais, les noiraudes. Ah, les noiraudes, c'est ça. Et toi, c'est quoi l'élément d'adaptation réussi? Ouais, c'est la scène du drama, des cheveux. Ah, Que je trouve en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, ça matche pas trop l'énergie du personnage qu'on nous a dépeint tout le long. Mais par contre, j'ai adoré parce que ça fait du bien parce que tout le long, il est hyper parfait, il est un peu impeccable, aucun défaut. Et là, d'un coup, c'est Sophie, mes cheveux, mes beaux cheveux, ah, je suis moche maintenant, j'ai plus aucune raison de vivre. Et tu dis, ah ouais, c'est bon, il a des défauts, ça fait du bien. Et puis, j'aime bien aussi parce que du coup, c'est un moment où Sophie, justement, elle aime pas trop Aoru parce qu'elle est en mode, «Mais tu sais quoi? Moi, j'ai toujours été moche, vas-y plains-toi», enfin, elle le trouve vraiment arrogant à ce moment-là. Je pense que tu vois qu'elle est déçue et qu'elle est vraiment en mode: «OK, c'est un petit mec capricieux, vas-y casse-toi, je me casse, je m'en fous de toi, quoi». Et je trouvais ça satisfaisant. Et puis le côté où du coup, tu as la vase verte, tout ça, enfin, je sais pas. Et je trouve ça touchant parce que c'est un moment où Marco, il va chercher Sophie en mode: «Non, on a besoin de toi». Et ça fait du bien aussi pour le personnage, tu vois? Bah, c'est pas que la meuf qui vient faire du ménage et qui s'est tapé l'incruste, c'est aussi, donc bon, moi j'ai bien aimé cette scène-là. ouais, je suis d'accord. Et en plus, je crois que c'est à ce moment-là où Sophie, elle en voit un peu touchée, et elle va dehors Mmh. sous la pluie. Ouais, Et là, on a une scène où elle est de nouveau jeune sous la pluie. oui, Et c'est ouais, trop elle cool. pleure. Si on suit la logique comme quoi, en fait, elle est jeune quand elle exprime ce qu'elle pense et quand elle est décidée,
En fait, ça fait vraiment, bah, en fait, c'est bon, là, j'y suis allé, j'ai dit ce que je pensais et c'est Ouais, cool, quoi. c'est clair. Est-ce que tu as un regret, un manque ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait voulu voir qui n'est pas dans le film, selon toi? Ouais, moi, il y a un truc que j'aurais trop voulu voir. C'est une scène qui est dans le bouquin et qui est pas dans le film. C'est, dans le bouquin, en fait, il y a un moment où Madame Scrofuleux meurt. On comprend qu'elle est tuée par la sorcière des Landes et Aoru décide d'aller à son enterrement et en fait, on apprend que c'était un piège et que en fait, la sorcière des Landes, elle a tué Madame Scrofulaire pour que Aoru aille à l'enterrement, pour qu'elle puisse, le capturer ou tuer Aoru, quoi. Mmh, mmh mh. Et donc, dans le bouquin, on comprend qu'il y a une immense bataille entre Aoru et la sorcière des Landes, mais on la voit pas, parce que ils sont enfermés dans le château et on comprend qu'il y a plus ou moins des attaques, il y a des tremblements. À un moment, ils sortent dehors, ils voient juste comme un feu d'artifice, Mmh. et on sait pas exactement ce qui se passe, mais on comprend que c'est un super gros combat. Ouais. Et dans le bouquin, ça fonctionne bien, parce que les combats dans les bouquins, enfin, c'est rarement bien quand tu les lis, quoi. C'est souvent des trucs. Donc ils sont un peu obligés de jouer avec le quatrième mur et de faire le combat en dehors de la narration. Et en fait, j'aurais trop aimé que le combat soit dans l'animation, quoi. Ouais. Parce que je trouve que l'animation de la magie est géniale. Enfin, quand t'as Aoru qui lance un sort, que tu vois ses cheveux qui montent sur sa tête, que tu vois les plumes qui lui poussent sur le bras, Mmh, mmh mh. enfin, quand tu vois les créatures qui sortent de la main de la sorcière des Landes et qui invoquent des hommes bouts et tout, c'est trop bien fait. Et en fait, j'aurais trop kiffé d'avoir un combat. Après, je comprends qu'il l'ait pas fait parce que l'idée du film, c'est plus ou moins une idée antimilitariste. Donc, me faire 10 minutes de combat, c'est vrai que ça va peut-être un peu gâché le message, mais j'aurais quand même kiffé de le voir, quoi. Ah ouais, je comprends. Moi, c'est beaucoup plus précis que ça, enfin, c'est pas sur, l'échelle d'une scène entière. Moi, j'ai dans le, livre, à un moment, Michael et Sophie utilisent des bottes de 7 lieues Ah ouais. et ils les utilisent tous les 2 ensemble pour, c'est pour suivre Aoru pour voir ce qu'il va faire, enfin pour suivre Hurle Mm. et j'avoue que la description dans le livre, je l'ai trouvée plutôt bien faite et ça m'a donné un peu envie parce que du coup, il y a un truc marrant de Sophie pose le pied, sauf qu'en fait, le mouvement est tellement fort parce que tu te déplaces vraiment de 7 lieux, en posant en faisant un seul pas. Et sauf que comme elle est vieille et tout, elle perd l'équilibre, donc elle tombe et en se redressant, donc elle repose le pied, donc elle repart et tu as l'impression qu'elle est, baladée, un peu partout et je me dis en vrai, il y aurait eu moyen de l'utiliser quelque part, je pense, dans un des déplacements, ça aurait été rigolo, quoi. C'est vrai que cette scène, elle est géniale dans le bouquin, cette scène. Ouais, c'est vraiment rigolo et puis c'est rigolo parce que c'est un moment de filature, donc voilà. Alors, est-ce que le château ambulant, c'était mieux dans le livre ou pas? Bah, je sais pas trop. Moi, je crois que je préfère le film, mais je pense que c'est aussi beaucoup parce que je l'ai vu quand j'étais plus jeune et c'est un peu de la nostalgie, quoi. Ouais, ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'en vrai, c'est quand même 2 œuvres qui sont très, très différentes. Je pense que si on veut lire le livre, il faut pas s'attendre à avoir une continuité de l'univers de Miyazaki. Il faut vraiment prendre ça comme 2 c'est 2 histoires différentes, c'est 2 œuvres très différentes et de toute façon, c'est aussi ce que dit, Diana Wynne-Jones, où elle dit elle s'attendait pas à ce que le film soit identique au livre parce que, elle dit: «Moi, j'écris des livres et pas des films». Voilà, donc c'est aussi normal que ce soit pas la même œuvre et je trouve qu'effectivement mais je trouve qu'il y a un très beau travail d'adaptation quand même, d'utiliser, des éléments du bouquin pour en faire une œuvre à part. Mais je pense qu'à titre personnel, je suis plus touchée par le film. Ouais, je suis d'accord. Et puis en fait, enfin, l'univers est vraiment méga différent, quoi. Mmh. Donc faut vraiment pas, comme tu dis, t'as tout dit, faut pas s'attendre à ce que ce soit la même chose du tout. Et après, c'est bien aussi, mais c'est pas pareil. Et ben, merci de nous avoir écoutés. De rien. Tu dis de rien à la place des gens? Non, je t'ai écouté. Mais de rien, Siméon, de t'avoir écouté. Tu m'as pas dit merci, mais je te remercie. Enfin, je te dis de rien aussi. Ça n'a aucun sens. Hem, N'hésitez pas à écouter les autres, podcasts du studio Carton C. À rejoindre le Discord aussi. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, sur Instagram et sur Blue Sky, CMDL pour «C'est aimé dans le livre». Vous pouvez soit taper «C'est aimé dans le livre», soit CMDL. Je sais pas comment on nous trouve le plus facilement. De toute façon, on n'a pas assez d'abonnés pour nous trouver facilement, mais du coup, rejoignez-nous. Surtout, n'hésitez pas à faire des propositions d'épisodes à faire. Je dis ça parce qu'en fait, on n'a pas décidé du prochain épisode. Du coup, je peux pas dire: «On se retrouve le mois prochain» pour voir ensemble si
machin, c'était mieux dans le livre ou pas? Parce qu'on n'a pas décidé encore de ce que ça serait. C'est vrai. Et ben, Mais ouais. on va décider ça juste après l'épisode. Mais du coup, faites-nous vos recommandations. Et tu veux qu'on coupe maintenant l'enregistrement? Bah, tu autre chose à dire, toi? Non. Eh bah, Salut! salut!